Félicitations, mon chéri, murmura ma mère, Patricia, au photographe tout en ajustant sa coiffure pour la photo suivante. Vous avez su immortaliser notre moment parfait. Je me tenais à moins d'un mètre d'elle, tenant la main de ma fiancée Emma, toujours vêtue de mon smoking, mais elle parlait comme si j'étais invisible. Mon père, Robert, ne m'a même pas regardé lorsque le ministre a demandé aux parents des mariés de s'approcher pour la bénédiction finale. Au lieu de cela, il a tiré Patricia vers le centre de l'autel, posant comme s'ils étaient les véritables protagonistes de la cérémonie. 200 personnes assistaient en silence, gênées, tandis que mes propres parents transformaient mon mariage en leur spectacle personnel. Je m'appelle Alex et, à 28 ans, je viens de vivre le moment le plus humiliant de ma vie, alors que cela aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Mais tandis que Patricia souriait aux caméras et que Robert saluait les invités comme une célébrité, il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Pendant 3 heures, j'ai supporté chaque commentaire passif-agressif, chaque photo dont j'ai été discrètement exclu, chaque toast où mon nom a été oublié. Emma serrait ma main de plus en plus fort, murmurant des excuses qu'elle n'avait pas à me présenter. « Ne t'inquiète pas », murmurai-je en retour, les yeux rivés sur Patricia qui organisait un autre arrangement de photos de famille sans le marier. Ils se souviendront de ce mariage toute leur vie. La réception a commencé sur le même ton. Patricia avait pris le contrôle du micro et prononçait un discours élaboré sur comment une mère sait quand elle a trouvé la fille parfaite, ne parlant que d'Emma tandis que je restais à la table d'honneur comme un invité à mon propre mariage. Robert distribuait des cartes de visite aux investisseurs présents, transformant ma fête en une occasion de réseautage. Ses éclats de rire résonnaient dans la salle tandis qu'il racontait des anecdotes sur ses succès professionnels, omettant commodément toute mention du fils qui avait financé la moitié de ses entreprises ratées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant les 6 mois de préparation de ce mariage, j'avais découvert quelque chose qui allait tout changer. En examinant les documents financiers pour établir notre budget de mariage, j'ai trouvé d'anciens relevés bancaires dans le tiroir du bureau à la maison. Ces relevés montraient des virements mensuels de 50 000 $ d'un compte d'entreprise vers le compte personnel de mes parents, datant des 15 dernières années. Le problème ? Ce compte d'entreprise appartenait à la Hartford Benvol Foundation, une organisation caritative dont Robert était le trésorier et Patricia la directrice marketing. Ils volaient de l'argent destiné à des enfants orphelins depuis une quinzaine d'années. Mes parents, qui se présentaient comme des piliers de la communauté, qui organisaient des dîners de charité tous les mois, qui apparaissaient chaque semaine dans le journal local en tant que philanthrope de l'année, détournaient systématiquement des fonds caritatifs pour financer leur train de vie luxueux. Chaque voyage en Europe, chaque nouvelle voiture, chaque rénovation de leur manoir de 2 millions de $. Tout était payé avec l'argent qui aurait dû servir à nourrir, habiller et éduquer des enfants dans le besoin. J'ai passé des semaines à vérifier chaque transaction, chaque document, chaque signature. J'ai comparé les dates des virements avec leurs achats personnels. Le schéma était indéniable et absolument dévastateur. Pendant tout ce temps, on me traitait des ingrats, parce que je ne contribuais plus à ces causes sociales. Patricia disait souvent, devant des amis, combien il était décevant d'avoir un fils qui ne partageait pas les valeurs familiales de générosité. Je comprenais maintenant pourquoi il ne voulait jamais que je m'implique directement dans la fondation. Pourquoi y avait-il toujours des excuses lorsque je proposais mon aide pour l'audit ou l'organisation financière? Pourquoi Robert devenait-il visiblement nerveux lorsque je posais des questions sur les bénéficiaires des programmes? En regardant Patricia poser pour une nouvelle photo sans moi, j'ai pris ma décision finale. S'ils voulaient être le centre d'attention à mon mariage, je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient. Je me suis levé lentement de la table principale, lissant mon smoking, et je me suis dirigé vers la petite scène où était installé le système de sonorisation. Le DJ, perplexe, m'a tendu le micro lorsque je lui ai fait signe. « Bonsoir tout le monde ». Ma voix a résonné dans la salle élégante. Je sais que vous vous amusez bien, mais j'aimerais porter un petit toast spécial à mes parents. Patricia et Robert se sont retournés, surpris. Pour la première fois de la soirée, tous les regards étaient braqués sur moi, et non sur eux. Je tiens à remercier tout particulièrement Patricia et Robert d'avoir rendu cette journée si mémorable. J'ai lentement ouvert l'enveloppe qui se trouvait dans la poche intérieure de ma veste, la même enveloppe que je transportais depuis 2 semaines, attendant le moment idéal. Patricia murmura quelque chose à Robert, qui était devenu légèrement pâle. Un instinct maternel primitif devait lui crier que quelque chose n'allait pas. Si vous aimez cette histoire de famille et de secret, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que personne dans cette salle n'oublierait jamais. Le silence dans la salle était si dense qu'on pouvait entendre le tintement des cristaux du lustre au-dessus de nous. Et c'est dans ce silence que j'ai décidé de détruire complètement la réputation que mes parents avaient bâtie sur le malheur des autres. Patricia et Robert, ai-je poursuivi,
ma voix résonnant dans la salle silencieuse, vous méritez vraiment une reconnaissance particulière aujourd'hui. Patricia avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la table d'honneur, les yeux fixés sur moi, avec un mélange de confusion et d'irritation mal dissimulée. Robert était resté où il était, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement tandis qu'il tenait sa coupe de champagne. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Pour bien comprendre cette histoire, vous devez savoir qui sont mes parents en réalité, derrière la façade de philanthrope respectable qu'ils ont construite au cours des 15 dernières années. Patricia Hendricks a épousé mon père quand j'avais 13 ans, 2 ans après la mort de ma mère biologique dans un accident de voiture. À l'époque, j'étais un adolescent dévasté par la perte, désespéré de trouver une figure maternelle qui pourrait combler le vide immense dans ma vie. Patricia le savait parfaitement et a exploité ma vulnérabilité avec la précision d'un chirurgien. Au cours des premiers mois, elle était chaleureuse, attentionnée, se souvenait toujours de me demander si j'avais fait mes devoirs, m'emmenait acheter de nouveaux vêtements, cuisinait mes plats préférés. Robert semblait sincèrement heureux pour la première fois depuis la mort de ma mère, et je me suis permis de croire que j'avais enfin retrouvé une famille complète. La transformation a commencé dès leur retour de lune de miel. Patricia a arrêté de cuisiner pour moi, prétextant qu'à 14 ans, je devais être plus indépendant. Mes vêtements ont commencé à disparaître dans la buanderie, m'obligeant à porter les mêmes vêtements encore et encore jusqu'à ce que Robert s'en aperçoive enfin et me donne de l'argent pour en acheter d'autres. Pire encore, les commentaires incessants sur mon comportement, mon apparence, mes notes. Alex doit apprendre à être plus responsable, disait-elle à Robert pendant le dîner, comme si je n'étais pas assis juste à côté. Il devient trop dépendant. Ce n'est pas sain pour un jeune de son âge. Robert, qui auparavant défendait mes besoins et mes intérêts, a progressivement commencé à être d'accord avec elle. Patricia a raison, disait-il. Il est peut-être temps que tu grandisses un peu, Alex. Mais c'est quand ils ont commencé à s'impliquer dans des œuvres caritatives que Patricia a vraiment montré sa vraie nature. La Hartford Benvol Foundation a été créée 3 ans après leur mariage, alors que j'étais en 2e année de lycée. Officiellement, l'organisation venait en aide aux enfants orphelins et aux familles vulnérables de la région de Nashville. Patricia est devenue directrice du marketing et des événements, tandis que Robert a pris le poste de trésorier. Du jour au lendemain, notre maison s'est transformée en centre névralgique d'une opération philanthropique apparemment impressionnante. Dîner de bienfaisance mensuel. Événements de collecte de fonds au country club. Photos dans le journal local avec des enfants souriants tenant des chèques symboliques. Patricia portait des robes de gala hors de prix à chaque événement, toujours avec un discours bien rodé sur le fait de redonner à la communauté et d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Robert s'est forgé une image publique d'homme d'affaires prospère au grand cœur, intervenant dans des podcasts locaux sur la responsabilité sociale des entreprises et l'importance d'investir dans l'avenir de nos enfants. Pendant cette période, je suis devenu complètement invisible dans ma propre maison. Patricia était toujours trop occupée par son travail important pour se soucier de moi. Robert passait des heures en réunion de la fondation, à réviser des feuilles de calcul et à passer des coups de fil à des donateurs potentiels. Nos repas en famille étaient devenus des séances où il discutait de la stratégie à adopter pour le prochain événement caritatif, tandis que je mangeais en silence. Alex ne comprend tout simplement pas le sacrifice que nous faisons pour la communauté, disait Patricia lorsque je me plaignais de son manque d'attention. Certaines personnes naissent avec des instincts altruistes, d'autres doivent les apprendre. Il est clair qu'il est encore en train d'apprendre. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir à quel point il brillait devant les autres. Lors des événements de la fondation, Patricia me présentait comme mon merveilleux beau-fils qui apprend tant sur la compassion avec nous. Robert posait sa main sur mon épaule et souriait fièrement pour les photos, comme si nous étions la famille parfaite. Mais à la maison, j'étais traité comme un inconvénient coûteux. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à travailler à temps partiel pour économiser pour l'université, Patricia a tenu à me faire remarquer qu'il était temps que je contribue financièrement au ménage. Quand j'ai mentionné que je voulais étudier la gestion pour peut-être aider dans les affaires familiales ou même dans la fondation, Robert a ri et m'a dit que je n'étais pas encore prêt pour ce niveau de responsabilité. Pendant toutes ces années, j'ai sincèrement cru qu'ils étaient des gens bien qui faisaient un travail important. Même si j'étais négligé à la maison, j'étais fier quand je voyais leurs photos dans le journal ou quand mes amis à l'école disaient que c'était cool d'avoir des parents qui aidaient des enfants dans le besoin. Je n'avais aucune idée que je vivais avec 2 criminels. La découverte s'est faite par pur hasard, 6 mois avant mon mariage. Emma et moi étions chez mes parents pour discuter du budget de la cérémonie. Patricia insistait pour louer une salle plus chère, affirmant que la réputation de la famille dépendait de la bonne impression que nous allions faire. Pendant qu'elle feuilletait des catalogues de fleurs dans le salon, je suis allé chercher une calculatrice dans le bureau de Robert. Le tiroir du bureau était fermé à clé,
Mais la clé était accrochée au tableau d'affichage à côté. Robert a toujours été négligent en matière de sécurité domestique. Dans le tiroir, j'ai trouvé des piles de relevés bancaires classés dans des dossiers étiquetés par année. La plupart étaient des documents personnels normaux, mais un dossier a attiré mon attention, transfert HBF, confidentiel. HBF était l'acronyme de Hartford Benvol Foundation. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement des registres des salaires que mes parents percevaient de l'organisation. Après tout, ils consacraient beaucoup de temps à leur travail. Il était normal qu'ils soient rémunérés. Mais lorsque j'ai commencé à examiner les chiffres, mon sang s'est glacé. Des virements mensuels de 50 000 $ du compte d'entreprise de la Fondation vers le compte personnel commun de Patricia et Robert. Pas des salaires légitimes correctement enregistrés, mais des virements directs intitulés « frais administratifs divers » ou « coûts d'exploitation variables ». 50 000 $ par mois. 600 000 par an. Pendant 15 ans. 9 millions de dollars détournés d'une organisation caritative. Mes mains tremblaient tandis que je vérifiais les dates. Les virements coïncidaient parfaitement avec leurs achats importants. La rénovation de la maison à 2 millions, les voitures de luxe, les voyages annuels en Europe, les bijoux coûteux de Patricia, l'équipement de golf personnalisé de Robert. Tout cela payé avec l'argent destiné aux enfants orphelins et aux familles dans le besoin. J'ai continué à enquêter, photographiant discrètement chaque document avec mon téléphone. J'ai trouvé des reçus de dépenses personnelles remboursés par la Fondation, dîner dans des restaurants chers, vêtements de marque, même la cotisation annuelle au club de golf, le tout justifié comme frais de représentation pour la collecte de fonds. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de découvrir des rapports internes montrant que la Fondation était constamment en difficulté financière pour tenir ses promesses envers les bénéficiaires. Des programmes alimentaires étaient supprimés. Des bourses d'études étaient annulées. Des familles étaient informées que, malheureusement, les fonds n'étaient pas disponibles pour le moment. Alors que des enfants mouraient de faim, mes parents rénovaient la piscine de la maison. Alors que des familles perdaient leur maison, Patricia achetait des sacs à main à 15 000 $. Alors que des jeunes voyaient leurs rêves d'éducation s'envoler, Robert jouait au golf dans des complexes hôteliers de luxe. J'ai tout photographié. Chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque rapport. J'ai passé 3 heures dans ce bureau à constituer un dossier complet contenant des preuves de 15 ans de fraude systématique. Quand j'ai enfin quitté le bureau, Patricia et Emma discutaient encore des compositions florales dans le salon. « Où étais-tu, mon chéri ?» m'a demandé Patricia avec son sourire doux et faux. « Nous espérons que tu aimeras nos choix pour ton grand jour. » Je l'ai regardée. Cette femme qui avait passé des années à me faire sentir indigne, à me traiter comme un fardeau, tout en volant l'argent destiné à des enfants vulnérables comme je l'avais été un jour, et je lui ai souri en retour. « Bien sûr, Patricia. Je suis sûr que vos choix seront mémorables. » Pendant les 6 mois qui suivirent, je continuais à vivre dans cette maison, à participer à leurs conversations sur la Fondation, à les regarder se vanter de leur générosité lors d'événements sociaux, à écouter Patricia donner des conférences sur la responsabilité morale à des groupes de femmes de l'Église. À chaque commentaire condescendant sur mon caractère, à chaque fois qu'ils me traitaient comme si j'étais une nuisance ingrate, je pensais aux enfants qui souffraient de leur cupidité. Et je planifiais exactement comment les dénoncer. Le moment idéal est arrivé lorsque Patricia a annoncé qu'elle voulait faire un discours spécial à mon mariage sur les valeurs familiales et sur la façon dont il m'avait façonné pour devenir un jeune homme responsable. Elle voulait utiliser ma cérémonie comme une nouvelle occasion de se mettre en avant, comme une nouvelle scène pour jouer les philanthropes dévoués. Alors que j'étais là, sur scène, tenant les preuves de leurs crimes, regardant Patricia essayer de s'approcher avec cette expression de fausse inquiétude maternelle, j'ai ressenti un calme absolu. Ils avaient choisi ce moment. Ils avaient créé cette situation. Et maintenant, ils allaient faire face aux conséquences de 15 ans de mensonges. L'enveloppe que je tenais dans ma main contenait non seulement des relevés bancaires, mais aussi des photos de documents, des correspondances avec des donateurs qui n'avaient jamais su que leur argent était volé, et même des enregistrements audio que j'avais discrètement réalisés de leurs conversations privées sur la manière de maximiser l'efficacité des transferts. Alors que 200 personnes attendaient de voir ce qui allait se passer, je savais exactement comment cette soirée allait se terminer. Patricia et Robert pensaient assister au mariage du beau-fils problématique qu'ils avaient toléré pendant des années. En réalité, ils étaient sur le point d'assister à la fin de tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et la souffrance d'autrui. Merci à tous d'être ici avec nous en cette soirée spéciale, ai-je poursuivi, ma voix résonnant dans la salle tandis que le silence s'intensifiait. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Patricia et Robert grâce aux journaux, aux photos de charité, aux événements caritatifs auxquels nous avons assisté ensemble. Patricia avait rejoint la table principale, les yeux rivés sur moi, avec une panique croissante qu'elle peinait à dissimuler. Robert restait figé sur sa chaise,
mais je pouvais voir des gouttes de sueur perler sur son front malgré la climatisation. Emma m'observait depuis sa place à table, ses yeux bleus reflétant son inquiétude et sa confusion. Elle me serra la main lorsque je passais à côté d'elle, murmurant « Alex, que se passe-t-il » ? « Tout va bien, ma chérie », murmurai-je en retour. « Juste quelques problèmes familiaux à régler. » Ce que les 200 invités ignoraient, c'est que les 6 dernières heures avaient été l'aboutissement de mois d'humiliation calculée que Patricia et Robert avaient orchestré spécialement pour ce jour. La matinée avait commencé lorsque Patricia avait fait irruption dans la suite de l'hôtel où Emma et moi nous préparions, 2 heures avant la cérémonie. « Alex, mon chéri », avait-elle dit en entrant sans frapper, « nous devons discuter de quelques changements de dernière minute au programme. » Emma était dans la chambre voisine avec les demoiselles d'honneur, alors Patricia en a profité pour déverser tout son venin. J'ai décidé qu'il serait préférable que Robert et moi fassions les discours principaux à la réception, a-t-elle annoncé en arrangeant ses cheveux dans le miroir. Après tout, c'est nous qui payons pour tout ça. C'était un mensonge. Emma et moi avions payé 70% des frais du mariage avec nos économies. Patricia et Robert n'avaient contribué qu'à la location de la salle, et ils avaient passé des mois à se plaindre du prix. Nous pensons également qu'il serait approprié que tu mentionnes publiquement ta gratitude pour l'éducation que tu as reçue, a-t-elle poursuivi en sortant un bout de papier de sa poche. J'ai écrit quelques mots que j'aimerais que tu dises. J'ai lu le discours qu'elle avait préparé. C'était un discours de 3 paragraphes sur le fait que j'avais été un enfant difficile et rebelle, qu'il m'avait sauvé d'une vie médiocre et que j'apprenais enfin la valeur de l'humilité et de la responsabilité. Je ne lirai pas ça, ai-je dit fermement. Oh, si, tu le liras, a répondu Patricia, son masque de mère aimante tombant enfin. Parce que sinon, Robert et moi quitterons cette cérémonie immédiatement, devant tous vos amis et la famille d'Emma. La menace était prononcée avec une telle froideur que j'en ai eu la chair de poule. Imaginez à quel point Emma serait gênée si les parents du marié disparaissaient en plein milieu de la cérémonie, a-t-elle poursuivi en se remettant du rouge à lèvres dans le miroir comme si elle discutait de la météo. Les gens se demanderaient ce que tu as fait de si terrible pour mériter ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Pendant 15 ans, j'avais supporté d'être invisible dans ma propre maison. Pendant 15 ans, je les avais regardés se présenter comme des saints alors qu'ils volaient des enfants dans le besoin. Pendant 15 ans, j'avais accepté d'être traité comme un inconvénient toléré. Mais menacer de saboter le mariage d'Emma, une femme qu'ils connaissaient à peine et qui ne leur avait jamais fait de mal, c'était trop. D'accord, Patricia, ai-je dit calmement. Je ferai exactement ce que vous voulez. Elle a souri triomphalement, sans se rendre compte qu'elle venait de sceller son propre destin. La cérémonie elle-même fut un spectacle de micro-agressions orchestrées. Pendant la marche vers l'hôtel, Patricia marcha délibérément sur la traîne de la robe d'Emma, la faisant trébucher légèrement. « Oh, pardon ma chérie », dit-elle assez fort pour que les invités l'entendent, « quelle maladroite !» Robert a choisi le moment de l'échange des vœux pour tousser bruyamment et à plusieurs reprises, interrompant mes mots les plus intimes à Emma. Lorsque le ministre a demandé aux parents de s'approcher pour la bénédiction finale, ils se sont placés de manière à ce que je sois partiellement caché derrière eux sur les photos. « Souris, Alex », m'a chuchoté Patricia entre ses dents serrées pendant que nous posions. « C'est notre moment. » Pendant le cocktail, la situation a empiré de façon exponentielle. Patricia avait secrètement engagé un photographe supplémentaire, sans nous consulter, et lui avait demandé de prendre des dizaines de photos d'elle et de Robert avec Emma. Quand j'ai demandé pourquoi je n'étais pas inclus, elle a répondu « Oh, chérie, tu pourras être sur certaines plus tard. Nous voulons d'abord nos photos spéciales avec notre nouvelle fille. » Robert a passé tout le cocktail à distribuer des cartes de visite, se présentant comme le père du marié, trésorier de la Hartford Benevol Foundation. Chaque présentation était accompagnée d'une histoire élaborée sur ses activités philanthropiques, se terminant toujours par une variante de « Nous avons élevé Alex dans le respect du service à la communauté ». Le pire moment est arrivé lorsque mon meilleur ami d'enfance, Marcus, a tenté de porter un toast improvisé en mon honneur. « Alex est l'homme le plus loyal que je connaisse », a commencé Marcus en levant son verre. Je me souviens quand nous étions au lycée, et il... « Excusez-moi », a interrompu Patricia en se levant et en arrachant pratiquement le micro des mains de Marcus. Je pense qu'il serait plus approprié que la famille parle en premier. Après tout, nous connaissons Alex depuis plus longtemps. Elle a ensuite raconté une histoire complètement inventée sur mon adolescence rebelle et têtue, mais sur la façon dont la patience et une orientation ferme m'avaient transformé en un jeune homme prêt pour le mariage. Emma serra ma main sous la table, les yeux remplis de larmes de colère. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Il transforme notre mariage en spectacle. » C'est alors que Patricia annonça qu'elle souhaitait faire un deuxième discours,
sur les valeurs familiales et le rôle des parents dans la formation du caractère. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'heure était venue. Pendant qu'elle préparait ses notes pour une nouvelle performance d'autoglorification aux dépens de ma dignité, j'ai discrètement sorti l'enveloppe qui se trouvait dans la poche intérieure de ma veste depuis le début de la journée. La même enveloppe qui contenait 15 ans de preuves documentées de ses crimes. Les mêmes preuves qui prouveraient à 200 personnes, dont des journalistes locaux, des dirigeants communautaires et d'autres membres du conseil d'administration de la Fondation, que les philanthropes respectés Patricia et Robert Hendricks étaient en réalité des criminels qui volaient des enfants orphelins. J'ai regardé Patricia ajuster le micro, prendre une grande inspiration avant son grand discours sur la fierté qu'elle éprouvait pour le jeune homme qu'elle avait aidé à élever. Robert était détendu dans son fauteuil, probablement en train de préparer son propre discours sur la responsabilité civique et les valeurs familiales. Aucun d'eux ne se doutait que les 10 prochaines minutes allaient détruire non seulement leur réputation, mais aussi leur vie entière. Je me suis levé calmement de la table principale et me suis dirigé vers la petite scène. Le DJ, déconcerté par la deuxième interruption de la soirée, a hésité lorsque j'ai tendu la main vers le micro. « Juste une minute », ai-je dit avec un sourire tranquille. « Je vous promets que ce sera rapide. » Emma m'observait avec une expression inquiète, mais ses yeux étaient pleins de confiance. Au cours des 6 mois de préparation du mariage, elle avait été témoin de toutes les humiliations que Patricia et Robert m'avaient infligées. Elle savait qu'il fallait faire quelque chose. Patricia a essayé de se lever, probablement pour m'interrompre à nouveau, mais Robert l'a retenue. « Laisse le garçon parler », a-t-il dit avec condescendance. Ce sera intéressant de voir comment il nous remerciera pour tout ce que nous avons fait pour lui. L'arrogance dans sa voix fut la dernière incitation dont j'avais besoin. J'ajustai le micro et regardai les 200 visages impatients. Beaucoup étaient des amis d'Emma et moi, mais une grande partie étaient des relations sociales et professionnelles de Patricia et Robert. Des personnes importantes dans la communauté de Nashville. Des personnes qui devaient connaître la vérité. Comme Patricia l'a mentionné, j'aimerais parler des valeurs familiales. Ai-je commencé, ma voix empreinte d'un calme qui m'a moi-même surpris. Plus précisément, je voudrais parler d'honnêteté, d'intégrité et de ce que signifie réellement servir les plus démunis. Patricia a froncé les sourcils. Quelque chose dans mon ton ne correspondait pas au script qu'elle avait préparé. Pendant 15 ans, j'ai eu l'occasion unique d'observer de près le travail de la Hartford Benvol Foundation. Ai-je poursuivi en ouvrant lentement l'enveloppe. Le premier document que j'ai retiré était un relevé bancaire sur lequel des virements étaient surlignés en jaune fluo. Et j'ai beaucoup appris sur la façon dont certaines personnes définissent la charité. C'est à ce moment-là que Robert a compris ce que j'avais entre les mains. Il pâlit complètement en reconnaissant les en-têtes des documents bancaires. Patricia suivit son regard et laissa échapper un petit cri étouffé. En fait, dis-je en étalant d'autres papiers sur le pupitre improvisé, j'ai tellement appris que j'aimerais partager quelques découvertes fascinantes avec vous tous. Le silence dans la salle était devenu total. Même le barman avait arrêté de laver les verres. Je regardais Patricia et Robert, voyant la panique grandir dans leurs yeux, et souris. Après tout, quel genre de fils serais-je si je n'honorais pas les valeurs que vous m'avez enseignées, la transparence? C'est alors que je commençais à détruire systématiquement tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et la souffrance d'autrui. Parce que certains secrets sont trop grands pour rester dans une famille. Et certaines personnes doivent faire face aux conséquences de leur choix, peu importe où elles se trouvent lorsque la vérité finit par éclater. Parce que certains secrets, ai-je poursuivi en répandant d'autres documents sur le pupitre, sont trop grands pour être tus lorsque des enfants sont maltraités. Le changement dans la salle fut immédiat. Patricia tenta de se lever, mais ses jambes semblaient avoir perdu toute leur force. Robert resta figé, les mains agrippées à la table comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les 6 derniers mois n'avaient pas été consacrés uniquement à l'organisation d'un mariage. Ce furent 6 mois de préparation minutieuse pour ce moment précis. Tout avait commencé 3 jours après avoir trouvé les documents bancaires dans le tiroir de Robert. J'avais passé toute la nuit à photographier chaque papier, chaque relevé, chaque reçu qui prouvait des années de vol systématique. Mais je savais que des photos ne suffiraient pas. J'avais besoin d'une corroboration indépendante. J'avais besoin de témoins. J'avais besoin d'un dossier irréfutable. J'ai d'abord appelé Jennifer Walsh, une auditrice judiciaire que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage 2 ans auparavant. Je lui ai expliqué que je soupçonnais des irrégularités financières au sein d'une organisation caritative et que j'avais besoin de conseils professionnels. « Avez-vous des documents à l'appui » m'a-t-elle demandé sans détour. 15 ans de relevés bancaires, des reçus de dépenses personnelles remboursés par la Fondation, des courriers internes faisant état de difficultés financières pour honorer les promesses faites aux bénéficiaires. Ai-je répondu en lisant la liste que j'avais préparée. Il y eut un long silence. « Alex,
Si la moitié de cela est vrai, nous parlons d'une fraude caritative à grande échelle. C'est un crime fédéral. Au cours des semaines suivantes, Jennifer m'a aidé à organiser les preuves de manière à ce qu'elles puissent résister à tout examen juridique. Chaque document a été vérifié, authentifié et catalogué. Nous avons découvert des pratiques encore plus dévastatrices que ce que j'avais initialement réalisé. Il ne s'agissait pas seulement de 50 000 $ par mois. Lors des mois où les collectes de fonds étaient importantes, les virements atteignaient 150 000 $. L'argent qui aurait dû servir à acheter des uniformes scolaires pour des enfants défavorisés finançait les bijoux de Patricia. Les fonds destinés aux programmes alimentaires payaient les voyages de golf de Robert à Augusta. Mais le plus révoltant a été de découvrir qu'ils annulaient délibérément des programmes lorsque les dons augmentaient, transférant l'argent supplémentaire directement sur leur compte personnel. Nous avons des documents montrant qu'ils ont annulé un programme de bourse d'études pour 120 jeunes le mois même où ils ont acheté une maison de vacances de 800 000 $, m'a informé Jennifer lors d'une de nos réunions secrètes. Ils ont littéralement volé l'avenir scolaire de ces enfants pour financer une propriété de luxe. Le deuxième obstacle a été de décider quand et comment exposer tout cela. Ma première idée était de m'adresser directement aux autorités. Jennifer a convenu que nous avions suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles, mais elle m'a mis en garde contre les réalités pratiques des affaires de criminalité en col blanc. Des procédures comme celle-ci peuvent prendre des années, m'a-t-elle expliqué. Ils engageront les meilleurs avocats, contesteront chaque document, feront traîner la procédure indéfiniment. Pendant ce temps, ils continueront à diriger la fondation et risquent de détruire des preuves. C'est alors que j'ai eu ma deuxième grande idée, impliquer les médias locaux. Carole Martinez était une journaliste d'investigation de WKRN News qui avait remporté plusieurs prix pour avoir dénoncé la corruption dans des organisations à but non lucratif. J'ai pris rendez-vous avec elle, me présentant simplement comme une source disposant d'informations sur la mauvaise gestion d'une organisation caritative locale. Lorsque je lui ai montré un échantillon des preuves, ses yeux se sont écarquillés. « Mon Dieu, Alex !» a-t-elle murmuré en examinant les relevés bancaires. « Vous avez une idée de ce que cela représente ? Patricia et Robert Hendricks sont pratiquement des institutions à Nashville. Ils sont présents à tous les événements sociaux, tous les comités caritatifs. Si c'est vrai. C'est vrai. » L'ai-je interrompu. Et j'ai beaucoup plus de preuves. Carole a accepté d'enquêter de manière indépendante, mais m'a prévenu qu'elle aurait besoin de temps pour vérifier tout cela auprès de ses propres sources. Je ne peux pas simplement publier vos documents, aussi convaincants soient-ils. J'ai besoin d'une confirmation indépendante, peut-être d'anciens employés de la Fondation prêts à parler, de documents publics qui corroborent votre histoire. Pendant que Carole menait son enquête, Patricia et Robert sont devenus encore plus arrogants et négligents. L'approche du mariage les avait rendus euphoriques, tant ils étaient au centre de l'attention. Patricia a dépensé plus de 15 000 $ pour une robe de mariée, payée, ai-je découvert par la suite, avec des fonds de la Fondation enregistrés comme frais de représentation pour un événement de collecte de fonds. Robert a engagé un photographe professionnel supplémentaire sans nous consulter, spécifiquement pour documenter le rôle de la famille dans la célébration. Lorsque j'ai demandé combien cela coûtait, il a ri et m'a répondu « Alex, tu ne comprends clairement pas la valeur d'un réseau relationnel adéquat. Cet investissement dans notre image familiale portera ses fruits pendant des années. » L'ironie était suffocante. Ils utilisaient l'argent volé à des enfants orphelins pour se mettre en valeur lors de mon propre mariage. C'est au cours d'une de ces conversations condescendantes sur l'investissement dans l'image que j'ai pris ma troisième décision cruciale. S'ils voulaient utiliser mon mariage comme une tribune pour leur autopromotion, je leur donnerais exactement cela. Une tribune. Devant 200 personnes. Y compris Carole Martinez, qui a accepté d'être présente en tant qu'invitée après que je lui ai expliqué mon plan. Y compris 3 membres du conseil d'administration de la Fondation que j'avais discrètement contactés pour leur faire part de mes préoccupations concernant la transparence financière. Y compris 2 enquêteurs du Tennessee Bureau of Investigation que Jennifer avait discrètement alerté d'une possible activité criminelle. Le timing serait parfait. Patricia et Robert seraient au sommet de leur arrogance, complètement pris au dépourvu, dans un environnement où ils ne pourraient ni s'échapper ni contrôler le récit. Mais l'aspect le plus satisfaisant de mon plan était son élégante simplicité. Je n'avais qu'à dire la vérité. Si vous suivez cette quête pour découvrir des secrets de famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à révéler les détails spécifiques de leurs crimes a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Au cours des dernières semaines avant le mariage, j'ai observé Patricia et Robert se préparer pour ce qu'ils croyaient être leur grande performance. Patricia a répété son discours sur les valeurs familiales devant le miroir du salon. Robert a répété sa présentation sur le rôle de la philanthropie dans la formation du caractère des jeunes.
Ils ne se doutaient pas que j'avais retourné leurs propres armes contre eux. Chaque invité qu'ils avaient insisté pour inviter, des dirigeants communautaires, d'autres directeurs d'organisations caritatives, des journalistes locaux, allait devenir témoin de leur humiliation. Le système de sonorisation que Robert avait fait installer pour amplifier leur discours allait diffuser ma voix révélant leurs crimes dans toute la salle. Les caméras que Patricia avait engagées pour documenter leur générosité familiale captureraient le moment exact où leur réputation s'effondrerait publiquement. Le matin du mariage, alors que Patricia menaçait de saboter la cérémonie si je ne lisais pas le discours humiliant qu'elle avait préparé, j'ai ressenti un calme absolu. « D'accord, Patricia, » ai-je répondu calmement. « Je vais vous dire exactement ce que vous méritez d'entendre. » Elle sourit triomphalement, complètement inconsciente qu'elle venait de signer son arrêt de mort publique. Maintenant, debout sur scène, les preuves entre les mains, observant la panique se propager sur leur visage tandis que 200 personnes attendaient mes prochains mots, je sentais que le moment pour lequel je m'étais préparé pendant des mois était enfin arrivé. Le point de non-retour. Permettez-moi de commencer par quelques chiffres intéressants, annonçai-je en brandissant le premier relevé bancaire. Au cours des 15 dernières années, Patricia et Robert ont illégalement transféré plus de 9 millions de dollars de la Hartford Benevol Foundation vers leur compte personnel. Le silence dans la salle devint encore plus profond, si cela était possible. Patricia a finalement réussi à se lever, les jambes tremblant visiblement. « Alex, arrêtez ça immédiatement !» a-t-elle crié, sa voix empreinte d'un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais il était trop tard pour s'arrêter. J'avais franchi la ligne, et nous allions tous devoir faire face aux conséquences de ce qui allait suivre. 9 millions de dollars, répétai-je, laissant les mots résonner dans la salle dans un silence absolu. De l'argent destiné à nourrir des enfants orphelins, à acheter des uniformes scolaires, à financer des bourses d'études. Au lieu de cela, il a payé cette maison de 2 millions, les voitures de luxe, les voyages en Europe. Patricia était maintenant complètement debout, les jambes tremblant visiblement. « Alex, tu ne comprends pas, nous avons toujours. » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Je ne comprends pas quoi ?» l'interrompis-je en brandissant un autre document. « Je ne comprends pas comment vous avez pu annuler 120 bourses d'études le mois même où vous avez acheté la maison de vacances. Je ne comprends pas comment vous avez pu supprimer le programme alimentaire pour les enfants afin de financer la rénovation de la piscine. » Robert parvint enfin à bouger. Il se leva en titubant, pointant un doigt tremblant dans ma direction. « Vous avez envahi ma vie privée. Ces documents ont été obtenus illégalement. » La foule murmura, inquiète. Plusieurs personnes filmaient avec leur téléphone, d'autres chuchotaient entre elles, l'air choqué. « Intimité » ai-je répondu en riant, ma voix empreinte d'une froideur que je ne me connaissais pas. « Robert, vous avez laissé le tiroir ouvert dans votre propre maison. Et étant donné que j'y vis toujours, du moins pour quelques heures encore, techniquement, il ne s'agit pas d'une violation de la vie privée. » Carole Martinez, la journaliste que j'avais discrètement invitée, se trouvait au 3e rang, les yeux brillants tandis qu'elle prenait frénétiquement des notes. Les 3 membres du conseil d'administration de la fondation que j'avais prévenus étaient visiblement troublés, échangeant des regards significatifs. « Mais laissez-moi vous montrer mon document préféré, » ai-je poursuivi en sortant un dossier rouge de l'enveloppe. « Il s'agit d'une correspondance interne entre vous deux, dans laquelle vous discutez de la manière de maximiser l'efficacité des transferts pendant les mois où les recettes sont les plus importantes. » J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire à haute voix. Patricia a écrit à Robert. « Nous devons être plus agressifs avec les retraits ce trimestre. Les dons sont supérieurs aux prévisions, et si nous ne transférons pas l'argent maintenant, quelqu'un pourrait commencer à se demander pourquoi nous n'élargissons pas les programmes. » Le silence dans la salle s'était transformé en murmures indignés. J'ai entendu quelqu'un murmurer « Mon Dieu !» et une autre personne dire « C'est criminel !» Emma était maintenant à mes côtés, sa main cherchant la mienne. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pas de tristesse, plutôt d'une fierté farouche. La réponse de Robert, ai-je continué à lire, était encore plus éclairante. « Je suis d'accord. Annulons le programme d'uniforme scolaire et utilisons l'argument de la réaffectation des ressources à des besoins plus urgents. Personne ne remet en question nos décisions quand nous disons que c'est pour le bien des enfants. » Patricia poussa un gémissement audible et s'agrippa à la table pour ne pas tomber. « Vous ne pouvez pas. » Cela a été sorti de son contexte. Contexte. Ma voix monta d'un octave. Patricia, quel contexte justifie de voler l'argent d'enfants orphelins pour acheter des sacs à main à 15 000 $? C'est alors que Robert perdit complètement son sang-froid. « Tu es un fils ingrat !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans toute la salle. « Nous t'avons donné un foyer, une éducation, des opportunités. Et c'est comme ça que tu nous remercies ?» Le silence qui a suivi était assourdissant.
Lentement, très lentement, je me suis avancé jusqu'au bord de la Seine, le regard fixé sur lui. « Robert », ai-je dit, ma voix désormais calme comme la surface d'un lac avant la tempête. « Vous m'avez donné un foyer. C'est vrai. Mais vous avez volé leur foyer à des centaines d'autres familles. Vous m'avez donné une éducation. Mais vous avez refusé l'éducation à des centaines de jeunes qui dépendaient des bourses de la Fondation. » Je fis une pause, laissant les mots faire leur effet. Et quant aux opportunités, eh bien, vous venez de me donner la plus grande opportunité de ma vie. L'opportunité de faire ce qui est juste. C'est alors que je sortis mon téléphone de ma poche. Parce que je ne suis pas venu ici uniquement pour vous humilier publiquement, ai-je annoncé en brandissant l'appareil. Pendant notre discours familial ici, j'ai diffusé en direct sur la chaîne YouTube de WKRN News. Carole Martinez et son équipe sont ici pour tout filmer. Patricia a littéralement vacillé. Non, ce n'est pas possible. 47 000 personnes ont regardé les 10 dernières minutes en direct. Ai-je poursuivi en regardant l'écran de mon téléphone. Et les commentaires. Disons que Nashville n'est pas très contente de vous deux en ce moment. Robert était maintenant complètement blanc, appuyé contre la table. Alex, s'il te plaît, nous pouvons en discuter en privé, nous sommes une famille. La famille. Le mot sortit comme un rire amer. Robert, tu sais ce que j'ai appris sur la famille ces 15 dernières années? La vraie famille ne vole pas les enfants orphelins. La vraie famille ne s'humilie pas en public. La vraie famille ne menace pas de saboter le mariage de son propre fils. Je me suis tourné vers la foule d'invités, dont beaucoup étaient maintenant debout, filmant, commentant entre eux. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de cette histoire? Ai-je demandé au public. Patricia et Robert ont passé des mois à planifier comment utiliser mon mariage pour promouvoir leur image philanthropique. Ils ont engagé des photographes supplémentaires, invité des journalistes, insisté pour faire des discours sur les valeurs familiales. J'ai souri, et cette fois, c'était un sourire sincère de satisfaction. Ils m'ont offert exactement la scène dont j'avais besoin. Patricia pleurait maintenant ouvertement, le visage maculé du maquillage coûteux qu'elle avait appliqué pour les photos. Robert s'était effondré sur sa chaise, la tête entre les mains. Jennifer Walsh, experte judiciaire, a déjà remis toutes les preuves au FBI. Ai-je poursuivi sans relâche. Les agents Marcus Webb et Lisa Rodriguez sont d'ailleurs ici même, dans cette salle, attendant le moment opportun pour s'entretenir en privé avec vous. Les deux parents ont cherché frénétiquement du regard dans la salle, essayant d'identifier les agents fédéraux parmi les invités. Et Carole Martinez publiera demain matin son enquête complète, avec toutes les preuves que j'ai rassemblées, ainsi que des informations supplémentaires fournies par d'anciens employés de la Fondation qui se sont enfin sentis en sécurité pour parler. Le bruit dans la salle s'était transformé en un murmure indigné. J'ai entendu des bribes. Je n'arrive pas à y croire. Pauvres enfants. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez eux. Emma est montée sur scène avec moi et a pris le micro. Mon mari, a-t-elle dit d'une voix claire et forte, vient de montrer à tous ce que signifie avoir une véritable intégrité morale. Patricia et Robert, vous avez passé des années à essayer de lui faire croire qu'il n'était pas digne de cette famille. Elle les regarda droit dans les yeux. La vérité, c'est que vous n'avez jamais été digne de lui. C'est alors que les portes arrière de la salle s'ouvrirent et que deux hommes en costume entrèrent, montrant discrètement leur badge au gardien. Les agents Webb et Rodriguez avaient décidé que le moment était venu. Robert les vit les premiers et son expression désespérée se transforma en pure terreur. « Patricia, murmura-t-il d'un ton pressant, nous devons partir d'ici. Maintenant. » Mais il était trop tard pour s'enfuir. Il était trop tard pour négocier. Il était trop tard pour quoi que ce soit, sauf pour affronter les conséquences de 15 années de crimes contre les personnes les plus vulnérables de la société. Alors que les agents s'avançaient calmement vers la table principale, j'observais mes parents, les personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient donné un foyer, mais qui avaient également volé des millions d'enfants dans le besoin, enfin confrontés à la réalité que j'avais méticuleusement construite autour d'eux. Et la seule question qui restait était, survivraient-ils à l'effondrement complet du monde qu'ils avaient construit sur des mensonges et la souffrance d'autrui? Car leur véritable punition ne faisait que commencer. Les agents Webb et Rodriguez se sont calmement approchés de Patricia et Robert, qui sont restés paralysés tandis que toute la réception observait en silence. Patricia et Robert Hendricks, dit l'agent Webb en montrant son badge, vous êtes en état d'arrestation pour fraude caritative, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. Patricia s'effondra en sanglots et fut gentiment escortée hors de la salle. Robert tenta de garder une certaine dignité, mais ses mains tremblaient visiblement lorsque les menottes lui furent passées. Alors qu'ils étaient emmenés, Carole Martinez s'approcha de la scène. « Alex, puis-je vous poser quelques questions pour mon article de demain ?»
Bien sûr, répondis-je en descendant de la scène pour embrasser Emma. Mais aujourd'hui, c'est un jour de fête. Justice a été rendue. 3 ans plus tard, Patricia et Robert purgent des peines de 15 ans pour des crimes fédéraux. La fondation a été restructurée et fonctionne désormais en toute transparence, aidant plus d'enfants que jamais. Emma et moi avons construit une nouvelle vie loin de ces manipulations. J'ai découvert que pardonner ne signifiait pas oublier, mais choisir de ne pas laisser le passé contrôler mon avenir. La véritable vengeance n'était pas de les détruire publiquement, mais de m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais nuire à des personnes vulnérables. Justice a été faite, comme on dit. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la vérité finit toujours par éclater, même lorsque cela semble impossible. Parfois, les personnes qui nous font le plus de mal nous donnent exactement les outils nécessaires à notre propre libération. Patricia et Robert voulaient utiliser mon mariage comme scène pour leur spectacle. Au final, c'est exactement ce qu'ils ont fait, mais pas comme ils l'avaient prévu. La dernière fois que je les ai vus, c'était à travers les vitres d'une voiture de police, enfin confrontés aux conséquences de 15 ans de crime. Et moi, je coupais mon gâteau de mariage, entouré de personnes qui m'aimaient vraiment. La vengeance servie avec justice a le goût le plus doux qui soit.